Bien, je crois que là, nous allons donc démarrer notre entretien, notre causerie sur... vous allez observer à travers cette vidéo qu'il y a un très beau soleil qui rayonne sur Rotterdam. Je crois qu'on se croirait en Afrique. Et je pense que comme les choses marchent deux à deux, je crois que c'est aussi le soleil spirituel qui s'invite dans la ville de Rotterdam, où l'Afrique, par la voie de l'association Save Africa et de l'école traditionnelle africaine des mystères, apporte sa contribution à la pensée, à l'action et à la vie tout court. Car si les hommes ne peuvent pas échanger ensemble, si les gens ne peuvent pas discuter ensemble, partager leurs idées, partager leur perception de la vie, parfois ça peut entraîner des incompréhensions. C'est pour cela que nous nous réjouissons d'être ici et de produire cette communication à partir de Rotterdam en Hollande. Je voudrais aussi saluer la présence d'un membre de la direction spirituelle de l'école traditionnelle africaine des mystères, Madame Mutongo Matomba, qui nous accompagne pendant cette tournée. Et je voudrais remercier notre amie Gouache pour cette possibilité qu'elle donne à l'association Save Africa et à l'école traditionnelle africaine des mystères de pouvoir donner son opinion sur ce thème qui va nous permettre d'échanger donc ce soir, à savoir la politique, la spiritualité dans la Renaissance africaine. La politique, la spiritualité dans la Renaissance africaine. Eh bien, vous aurez le loisir de pouvoir poser des questions ou alors d'apporter votre contribution, votre avis sur cette question ô combien pertinente. Parce que si des gens se sont habitués déjà à vivre dans leur environnement, soit religieux, soit traditionnel, soit cultuel ou culturel, il n'en demeure pas moins que tout le monde est pratiquement occupé et préoccupé par le bonheur matériel aussi. C'est vrai qu'il est dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de ce qui vient du ciel. Mais comment pourrait-on recevoir ce qui vient du ciel si nous n'avons pas mangé? Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Celui qui n'a pas de bonnes dispositions, parce que là le soleil devient tellement fort, on a l'impression que c'est les anges qui veulent se mêler à la fête et qui essayent de polariser ces rayons du soleil. Mais j'avoue que je suis même pratiquement ébloui parce qu'il y en a tellement. Merci beaucoup. Oui, là, c'est bien. Peut-être qu'il faut descendre encore un peu parce qu'en évoluant vers l'ouest, sûrement, ça va encore. Voilà, très bien, merci. Alors, je voudrais noter aussi que l'homme ne vivant pas que de pain, mais l'homme ne peut pas aussi vivre de la nourriture qui vient du ciel sans qu'il ait le pain matériel. Donc, le pain spirituel et le pain matériel doivent être ensemble, doivent être mis ensemble, le pain matériel et le pain spirituel. Alors, il me semble que la politique devrait être l'art de faire en sorte que l'homme soit à même de manger en même temps le pain qui vient du ciel et en même temps le pain qu'on produit avec les mains physiques. Oui, c'est cela qui doit se passer. Or, est-ce que la politique telle qu'elle est faite actuellement, elle est pratiquée actuellement, est-ce qu'elle permet encore à l'homme d'avoir les deux pains, de manger le pain du ciel et le pain produit par les mains physiques? Non, nous ne pensons pas. Parce qu'à l'heure actuelle,
la politique met davantage l'emphase sur la production du pain matériel. Et cela fait en sorte qu'au fur et à mesure, les hommes qui sont amenés à conduire les autres, à proposer des idées, à donner une orientation dans la vie de la cité, eh bien ces personnes aussi ont tendance à devenir totalement matérialistes. Oui, parce que ils oublient qu'en politique, on ne gère pas seulement le pain quotidien matériel, les routes, les ponts, la circulation des personnes et des biens, mais qu'on gère aussi, et d'ailleurs, c'est même ça qui fait la particularité de la véritable politique, mais qui doivent aussi gérer les choses immatérielles. Comment allez-vous gérer les choses immatérielles si vous n'avez pas fait un effort pour vous élever vous-même au-dessus des choses matérielles? Ne voyons-nous pas les conséquences de cet état de choses lorsque nous voyons que la population, le peuple fait confiance, par exemple, à des dirigeants, et ces dirigeants se retrouvent en train de voler, de piller les biens communs. N'est-ce pas à cause du fait que les dirigeants politiques ne se vertuent qu'à gérer l'aspect matériel de la vie, alors que l'homme n'est pas seulement matériel, il est aussi spirituel. L'homme est constitué de deux aspects, de la matière et de l'esprit. Alors si l'homme est constitué de deux matières, de deux parties, matière et esprit, cela quand même signifie qu'il faut que les hommes politiques puissent gérer non seulement les choses de la matière, mais aussi gérer les choses de l'esprit. Cela est incontournable. Les hommes politiques doivent créer des conditions pour que les gens puissent assimiler les éléments spirituels, mais aussi assimiler les éléments matériels. Et cela convenablement, de telle sorte que l'unification des êtres, qu'on appelle encore l'amour, puisse devenir une réalité, puisse être possible. Eh bien, la masse en général fait confiance en les leaders. La masse estime toujours qu'elle n'a pas les outils intellectuels, technologiques, pour être à même de se prendre en charge. Alors la masse fait confiance à des leaders. Donc, vous nous excuserez de ne pas beaucoup parler de la masse, parce qu'en fait, la masse a souvent vocation de transférer ses espoirs, ses possibilités à une élite. Donc, à des personnes qui sont censées gérer et rendre compte. La confiance que la masse, le peuple, place souvent en les dirigeants est souvent trahie. Trahie par les dirigeants qui, lorsqu'ils se retrouvent à la tête de la cité, de la gestion de la cité, se mettent plutôt à esclavagiser, à dominer, à accentuer la séparativité et à créer de plus en plus des classes. Alors, vous voyez que cette confiance que la masse fait à l'élite dirigeante est souvent tellement déçue que finalement, cela génère parfois des aigreurs, des mécontentements, et nous voyons parfois certains oiseaux de mauvais augure profiter de ce genre de situation pour animer et créer des guerres
et toutes choses semblables, pour bien sûr vendre suffisamment bien les armes et faire pénétrer, sans que les gens ne s'en rendent compte, des éléments de destruction. Vous voyez donc que nous sommes là devant un thème très important. Nous devons absolument partager, nous devons réfléchir sur cette question. Est-ce que la spiritualité, parce qu'il y en a qui profitent souvent de l'occasion d'une parole qui a été énoncée par exemple dans la Bible pour dire « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », alors ces gens prétendent que non, il faut laisser les gens, la politique aux politiciens, la religion aux religieux, et la science aux scientifiques. Alors, vous voyez que cette perception nous fabrique des êtres totalement déchirés, des êtres divisés, des êtres séparés à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivent plus à concevoir le tout que représente l'homme. L'homme est un tout. L'homme est un petit monde en soi. Or, lorsque vous séparez, dans la gestion, vous commencez à séparer la politique de la spiritualité, certes, il arrive de temps en temps que dans la vie d'un groupement spirituel ou religieux, que des gens se disent, bon, on a déjà suffisamment de pain, on a suffisamment organisé la vie de la cité. Maintenant, on n'a plus besoin forcément de s'engager et de mettre l'énergie dans le domaine politique. On laisse que des personnes le fassent, mais on a les yeux quand même, en tant que citoyens, nous pouvons exercer notre devoir en choisissant par exemple de voter tel ou tel programme. Mais alors, je voudrais bien me poser la question de savoir, est-ce que ce discours s'adresse vraiment à l'Africain d'aujourd'hui? Est-ce que l'Africain d'aujourd'hui, est-ce que l'Afrique est arrivée ou est au stade où on peut dire laissons la spiritualité aux spiritualistes, ou bien on va dire laissons la religion aux religieux? Est-ce que l'Afrique est dans cette situation? Regardons concrètement là où se trouve l'Afrique à l'heure actuelle. Nous avons l'habitude de dire que l'Afrique à l'heure actuelle est vierge. Elle est vierge parce qu'elle sort d'un profond sommeil. Sommeil qui a été entretenu ou provoqué, si vous voulez, par la confrontation que l'Afrique a connue avec les autres civilisations. L'Afrique est donc entrée dans un sommeil qui a fait dire à tout le monde, elle est sous-développée, elle est misérable, elle est pauvre. C'est bien parce qu'elle était dans un sommeil, il faut le reconnaître. Et ce sommeil était dû à quoi? Ce sommeil était dû au fait que, même après la colonisation, au moment où des gens, après avoir partagé l'Afrique en petits pays, au moment où ils décidaient de partager l'Afrique, et après la période coloniale, cette période post-coloniale où nous sommes actuellement, a continué à être dirigée par des néocolons, c'est-à-dire des personnes qui ne travaillent que pour l'intérêt des personnes qui avaient colonisé à l'époque. Certes, il y a des pays d'une très grande valeur morale qui se sont désolidarisés de ce système odieux, international, mondial, qui voudrait que les plus forts écrasent les plus faibles. Beaucoup de pays, je ne les citerai pas ici pour des raisons évidentes, mais lorsque nous regardons ces pays, on les trouve partout en Europe, en Asie, on les retrouve partout dans tous les continents. On retrouve des pays où lorsque vous venez, vous voyez, vous constatez des efforts réels qui sont accomplis pour que la
le gouffre, la différence criarde qu'il y a entre si vous voulez, les pauvres et les riches, par exemple, que cette différence criarde ne puisse plus continuer à perdurer. Nous voyons des pays hospitaliers. Pourtant, parfois, nous observons que, à distance, lorsqu'on parle de l'Occident, par exemple, on a l'impression que on ne regarde l'Occident que dans le prisme de la prédation, de la rapine, sous le prisme de ces envahisseurs qui empêchent l'Afrique de décoller. Oui, d'accord, mais c'est un prisme. C'est un regard qui a ses raisons. C'est un regard qui est certes partiel. Mais quand on regarde, j'ai vécu, par exemple, certaines expériences depuis que nous avons commencé cette tournée. J'ai vu des personnes, pas plus tard que hier, par exemple, en Allemagne. J'ai vu des personnes nous venir spontanément au secours parce que nous avions peut-être 2 sacs qui pesaient, que nous traînions. J'ai vu spontanément des gens venir et nous aider à porter les sacs. Alors, donc, vous savez, même dans les ténèbres, lorsqu'on a ouvert un peu les yeux, on peut voir un lumignon de lumière, une étincelle de lumière. Donc, le prisme dans lequel nous regardons, nous voyons l'Occident à travers tout le mal qu'on nous a fait et qu'on sort. Oui, je disais que les gens qui regardent comme ça ont probablement raison de le faire parce qu'ils ne voient qu'un aspect. Mais quand on prend le tout, nous observons que ces mêmes personnes qui aujourd'hui sont considérées par exemple comme des personnes qui ne veulent pas le progrès des autres, eh bien, j'observe et je viens d'apprendre encore une part de l'histoire, par exemple, de la Hollande, à partir duquel nous passons cette communication. Je viens d'apprendre des choses que je ne savais pas de l'histoire de la Hollande. Par exemple, concernant les guerres. Ces peuples ont subi un martyre incroyable, parfois à un moment donné, parfois de la faute des dirigeants, parfois de la faute des choix qu'opéraient les dirigeants. Pas forcément parce que tout le peuple voulait qu'il y ait la guerre, par exemple, ou qu'on aille dans telle ou telle direction, mais seulement parce que les dirigeants de ce moment-là faisaient des choix stratégiques qui entraînaient nécessairement des guerres et avec tout le corollaire, tout ce que cela entraîne. C'est pour cela qu'il faut être honnête pour reconnaître que l'humanité n'est pas totalement perdue, y compris dans ces pays soit dit matérialistes. Il y a des âmes de bonne volonté. Il y a des personnes qui recherchent encore la chaleur humaine. On les voit même dans les rues. Oui, donc le problème est plus profond que ça. Vous avez vu hier encore en France, et je crois que ce n'est pas fini, toutes les plaintes, toutes les complaintes de la population française, par exemple, qui en a marre d'une situation où on a toutes les peines du monde à joindre les deux bouts, même quand on travaille d'arrache-pied du matin au soir. Nous ne voyons pas la même situation dans tous les pays de l'Europe. Nous sommes en train d'en visiter certains. Ce n'est pas la même situation. Et pourtant, il y a quand même des dirigeants. J'ai vu, en passant, des mendiants dans certains pays européens que nous sommes en train de visiter, mais je n'en vois pas, par exemple, dans le pays à partir duquel je suis en train d'émettre. Je n'en vois pas. J'essaie de regarder, j'observe. Mais pourtant, dans certains pays européens, que ce soit dans les trains, que ce soit dans le tramway, que ce soit dans les bus,
Nous avons vu des personnes de couleur blanche et tout venir nous demander de l'aumône. Alors, vous voyez donc que ce n'est pas seulement, ça ne dépend pas seulement de la masse, du peuple. Ça dépend davantage, beaucoup plus, de la morale. Ça dépend beaucoup plus des choix stratégiques qui d'ailleurs devraient avoir pour fondement la morale. C'est davantage de ça qu'il est question. C'est pour cela que nous interrogeons donc la politique qui est menée en Afrique actuellement, où vous voyez des personnes en qui le peuple a fait confiance à travers un simulacre de démocratie. Il faut l'appeler aussi comme ça, parce que je ne sais pas très bien si c'est comme ça que l'Afrique devrait gérer sa démocratie. Je ne suis pas très sûr. Nous n'avons pas le même environnement, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, nous n'avons pas les mêmes problèmes, mais la manière dont la démocratie, par exemple, a été comprise chez nous, et la manière dont je vois comment ça se passe ailleurs ici, mais mon vieux, c'est comme si c'était le jour et la nuit. Quand on veut imiter un système que d'autres ont produit, il faut l'imiter avec tout ce que ce système comporte de bien pour le peuple, pour l'humanité. Il ne faut pas prendre seulement un aspect, oui, alternance au pouvoir, ou je ne sais pas trop bien quoi, mais on ne prend pas le fait que on ne doit pas continuer à avoir des mendiants en route. On ne doit pas continuer à avoir des pauvres qui n'arrivent même pas à manger. Ou des handicapés qui n'ont même pas les moyens de pouvoir aussi vivre dans la dignité. Cela ne doit pas être comme ça. Et il faut que les gens sachent, surtout nous les Africains, nous devons savoir qu'il y a des pays européens où ce minimum est garanti. Je dis bien ce minimum, ça veut dire à savoir que même dans le cas du handicap, même dans les cas où, parce qu'on n'a pas pu trouver un emploi décent, même dans les cas où on est encore étudiant, les conditions dans certains pays européens, telles que j'observe, sont telles que il suffit juste d'avoir la volonté de pouvoir travailler, eh bien, on gagne quand même sa vie. Tout cela est dû à quoi? À la morale qui guide la politique. Et donc la renaissance africaine ne se fera donc pas avec des dirigeants qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à servir les intérêts des groupes ou des groupuscules ou des groupes de pression, mais qui doivent mettre l'homme au centre, qui doivent placer l'homme au centre de toutes les réflexions, de toutes les stratégies, qui doivent préserver la vie, qui doivent préserver l'écologie, l'écosystème, qui doivent tout faire pour que la nature ne soit pas détruite au point d'hypothéquer la vie des hommes. Je reviens encore sur certains efforts que j'observe. Il y a des endroits plus plantés d'arbres que d'autres dans l'Europe que nous sommes en train de visiter. Vous voyez que c'est donc question parfois des choix stratégiques sur le plan politique. Parce qu'on sait très bien, et la science aujourd'hui nous a quand même donné la possibilité de savoir ce que le rôle d'un arbre. Nous savons que l'arbre nous produit de l'oxygène. Et à travers l'échange, l'osmose qu'il y a entre l'arbre et nous avons besoin de cet oxygène, mais l'arbre a besoin de notre carbone que nous émettons, de notre CO2. L'arbre vit de ça et grandit. Donc, quand il n'y a pas suffisamment d'arbres pour produire l'oxygène, on étouffe. On n'a pas besoin d'être un génie en sciences de la Terre ou autre pour le comprendre. Donc, nous avons besoin aujourd'hui d'une politique, disais-je donc, basée sur le fait de mettre l'homme au centre du développement. Au centre.
nous voyons comment nous glissons progressivement tout le temps vers les machines qui sont devenues, qui sont au centre du développement. Désormais, nous sommes avec la machine au centre. Nous réfléchissons pour rendre la machine performante. Nous réfléchissons pour que la machine se porte très bien. Nous réfléchissons pour que les machines puissent nous amener par-ci, nous traîner par-là. Nous réfléchissons pour que les machines deviennent même capables de nous soigner. Alors, imaginez un instant que dans les choix stratégiques de développement politique, que nous puissions mettre tous ces moyens, toutes ces réflexions et tout sur l'homme. Non, le monde se porterait autrement. Imaginez un instant tous les efforts qui ont été accomplis dans le passé pour fabriquer des bombes qui ont mis Hiroshima dans la situation que vous connaissez. Imaginez toutes les richesses qui ont été déployées pendant les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et pendant toutes les guerres qui sévissent actuellement en Afrique. Imaginez un instant si ces moyens en intelligence, en émotion, en vitalité et en acte étaient mis à contribution pour que les hommes puissent être dans une posture de réceptivité de l'esprit, c'est-à-dire que les hommes n'aient que pour préoccupation de plaire à leur Créateur. Chers amis, le monde se porterait autrement. Si les organisations qui sont productrices d'intelligence, je voulais dire d'intellectuels, parce que je fais souvent la différence entre l'intelligence et l'intellectualisme. Si les structures produisant, dont des leaders politiques, les groupes de pression, parce que nous savons par exemple qu'en Afrique, il est devenu difficile d'avoir un leader politique qui n'est pas membre de la franc-maçonnerie, ou de la Rose-Croix, ou des Templiers. Oui, nous le savons, c'est clair, ce n'est plus qu'une la palissade actuellement. Alors imaginez-vous un instant, quand des gens vous ont suscité, ont décidé que c'est vous qui, en Afrique, allez défendre leurs intérêts. Vous vous engagez à travers des rituels qui sont faits dans les temples. Rituels pendant lesquels vous jurez que vous allez passer votre vie, votre mandat, que le peuple pourtant vous a confié pour protéger et défendre les intérêts de votre groupe de pression. Si l'Afrique n'était pas dans ce genre de posture à l'heure actuelle, nous ne serions plus en train de parler de tout ce qu'on décrit là aujourd'hui. Mais c'est parce que il y a la notion de rendre compte. On vous a placé là, vous devez rendre compte. On vous a placé là, au cas où vous ne voulez pas faire ce que nous faisons, on peut vous empêcher même de mettre encore les pieds en Europe, là où vous avez l'habitude de venir. Nous avons vu ces cas tous ces derniers temps. Suivez mon regard. Alors, vous voyez donc qu'avec cela, avec des leaders qui ne sont pas libres, qui ne s'appuient pas sur les ressources et les sources endogènes, qui ne pensent pas collectif. Et vous savez en cela combien de milliards sont souvent reversés dans les ordres et organisations qui nous viennent d'ailleurs. C'est en milliards que les contributions sont faites au détriment du minimum vital que les peuples africains devraient pouvoir, avec raison, réclamer. Vous le savez tous. Cette situation ne peut changer que si actuellement tous les Africains décident donc
intègre l'idée de renaissance. Parce que lorsqu'on est mort, ce qui reste, ce qui va suivre, c'est la renaissance. Parce que le Créateur ne perd jamais totalement l'œuvre de ses mains. Il y a seulement un semblant de ce que nous appelons mort. D'ailleurs, la mort qui est une illusion, c'est un semblant de mort. C'est pour cela aussi que s'il y a mort, il faut donc qu'il y ait renaissance. Aucune graine ne meurt, dit-on, si elle ne germe d'abord. Ne germe, pardon, si elle ne meurt d'abord. Il faut que la graine puisse mourir et ainsi le processus de germination est déclenché. C'est ce processus qu'on appelle renaissance. Donc la renaissance africaine est la somme des renaissances individuelles de chaque Africain. C'est par là que ça commence. Avant que nous commencions maintenant à faire des choix politiques sur l'aspect technologique, sur l'aspect social, sur l'aspect simple. Alors, merci. La masse qui est simple donc, qui est vierge, elle doit être guidée, encadrée par des personnes qui sont renées, par des personnes qui ont cessé d'être ce qu'elles étaient pour devenir autre chose. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on parle un peu de manière technique de ce que c'est que la renaissance. Parce que, comme on est dans la spiritualité, c'est important que les gens comprennent. Pour que de manière macro, vous puissiez comprendre comment un peuple ou alors une patrie peut opérer sa mue pour une renaissance certaine. Nous avons évoqué le cas de la graine, mais nous allons maintenant prendre l'homme. Parce qu'en fait, dans chaque homme, il y a deux graines, il y a deux semences. Il y a l'ivraie et il y a la bonne graine. Tous les hommes sont constitués ainsi. Il y a à côté, dans chaque homme, il y a la divinité, donc il y a Dieu, et il y a le diable, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu. Et vous savez que des adversaires, ils ne se séparent jamais. Je tiens beaucoup à vous le dire. Hein. Parce que les gens croient que quand on est adversaire, ça veut dire que chacun prendra la route, il va ailleurs. Non, les adversaires, eh bien, attendez, ils sont en permanence en train de se contrôler pour voir qui prend le dessus. Donc ils doivent même être plutôt rapprochés. Donc le diable et Dieu sont tous les deux dans chaque homme, donc dans chaque Africain. Il est question qu'avec la conscience que nous avons, chacun, que nous puissions désormais prendre, opérer un choix, pour que nous puissions être soit du côté du diable, totalement, soit du côté du bon Dieu, ou alors, et c'est la solution que nous proposons, de faire la synthèse des deux. La synthèse des deux, c'est-à-dire être à même de laisser le diable et le bon Dieu évoluer, mais avec notre conscience, nous opérons un choix de transmutation. C'est-à-dire nous nous mettons dans la posture où nous laissons que l'esprit, parce que c'est quand nous disons Dieu, c'est de l'esprit que nous parlons, nous laissons donc que l'esprit puisse transformer la matière. Non point que l'esprit parte et que la matière reste, non. C'est un mauvais choix. Le choix que nous devons opérer, c'est que l'esprit transforme la matière. C'est-à-dire que le germe spirituel qui est en chacun de nous puisse désormais transformer ce qui est matière en nous, que nous appelons souvent le diable. Alors vous voyez, c'est donc ça qu'il faut comprendre. L'Africain, à l'heure actuelle, n'a qu'une seule chose à faire pour libérer sa potentialité, pour voir clair, pour être lucide. Il doit opérer cette nécessaire fusion entre l'esprit et la matière, en lui. C'est lorsque cette fusion est opérée
ce que d'ailleurs nos ancêtres appelaient à l'époque la métamorphose, c'est lorsque cette métamorphose est opérée qu'il est donc possible de réaliser sur le plan politique ce qui est bien pour tout le monde. Il est possible à ce moment-là qu'un être rené, qui a opéré la renaissance en lui, donc qui s'est mis sur le chemin de la transmutation, de la métamorphose, opérée par le rayonnement de l'esprit en lui, qu'il puisse désormais se placer comme prêtre et roi, tel que le faisaient nos ancêtres. Nos ancêtres, pour diriger, étaient prêtres et rois. Cela veut dire qu'ils étaient les garants de l'abondance matérielle et de l'abondance spirituelle. C'est pour cela qu'ils étaient les garants de la loi. Ils protégeaient et faisaient et veillaient en sorte que tout le monde respecte la Ma'at, la loi centrale d'amour, de respect de la vie, de la cohésion. Et c'est cela qui rendait et qui a rendu, par exemple, l'Égypte ancienne, l'Afrique ancienne, qui l'a rendu comme un soleil. Et pourquoi cette Afrique a rayonné pendant près de 4000 ans? Parce que cette Afrique respectait la Ma'at. Alors cette Ma'at, nous devrions avoir des gens, par exemple, qui avant de prendre le pouvoir, au lieu d'aller jurer sur la table des groupes d'influence venus d'ailleurs hors de l'Afrique, ces personnes devaient jurer sur la tombe de nos ancêtres. Oui. Parce que nos ancêtres savaient à l'époque, quand c'était nécessaire, ces personnes, quand vous aviez signé l'engagement, vous étiez tenu à respecter cet engagement. Même le pharaon était tenu de respecter l'engagement. Alors vous avez laissé les tombes de vos ancêtres en Afrique et vous avez décidé d'aller jurer sur les tombes de ceux qui ont contribué à la situation où vous vous retrouvez aujourd'hui. C'est une grosse trahison que nous avons tous accomplie. Nous devons réparer ça. Réparons ça au plus vite. Nous avons des ancêtres méritants. Nous avons des entités qui ont réalisé des choses extraordinaires, qui se sont occupées des autres, en amour profond et réel. Si les gens disent, oui, ça fait longtemps l'Égypte ancienne, oui, mais il n'y a pas que l'Égypte ancienne qui a généré des personnes exceptionnelles. Même jusqu'à maintenant, ces gens sont là. Mais c'est parce que des néocolons, nos propres frères africains se battent tous les jours pour que la jeunesse, par exemple, se mette à craindre les personnes qui ont les cheveux blancs, les cheveux grisonnants. À chaque fois, vous dire, dès qu'il a pris de l'âge, il est sorcier. Et vous savez, on a chargé ce mot de négativité au point où les gens ne savent même plus qu'il est possible de jeter un sort malheureux comme il est possible de jeter un bon sort. Si donc le sorcier c'est le jeteur de sorts, cela veut dire que si vous décidez de jeter un bon sort, vous êtes un bon sorcier. Si vous décidez de jeter un mauvais sort, vous êtes un mauvais sorcier. Et vous savez très bien que jeter un sort, c'est quelque chose de scientifique. Lorsque c'est chez les autres, on appelle ça science. Lorsque, par exemple, on est
à Paris, on lance un missile qui va détruire les gens en Iran, là, ce n'est pas la sorcellerie. Mais lorsque l'Africain lance un missile qui va aller toucher quelqu'un qui est aux États-Unis, ça, c'est la sorcellerie. La raison, ça va être quoi? Non, le missile, là, lui, on ne le voit pas, mais c'est normal qu'on ne le voit pas. Le missile le plus dangereux doit être furtif. On ne doit pas le voir. Non, réveillons-nous, Africains. Réveillons-nous. Un missile qu'on voit partir n'est pas un missile efficace. La preuve, quand on a fait apparaître des missiles patriotes, je veux dire, je sais pas, des Scuds, ben on a créé en contrepartie les patriotes. Parce qu'on les voyait, parce qu'on les voit. Alors quelqu'un qui envoie un missile sans qu'on le voit, je ne sais pas si c'est lui qui est moins scientifique que les autres. Faites très attention avec le formatage dont on a été victime. Il est question tout simplement aujourd'hui de faire en sorte qu'on dépoussière, qu'on est pur. Ce que l'Afrique a laissé s'installer sur sa culture, sur son vêtement culturel, comme gang, comme poussière. C'est ça qu'il faut enlever. Il faut dépoussiérer cela. Et vous verrez que de plus en plus, si on revient dans la morale, dans la mahat, vous allez voir qu'un parent sera capable, à partir de là où il se trouve, sans avoir besoin de prendre un avion, d'envoyer un bon sort à son fils qui est en train de faire des études dans tel ou tel pays. Alors que s'il ne peut pas le faire, il faudra d'abord qu'il paye l'avion, et vous savez que les visas ne sont plus facilement possibles. Il faudrait qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait des cautions, qu'il y ait toutes les démarches possibles pour qu'il retrouve son fils. Mais s'il est capable de lui envoyer un bon sort, à partir de là où il est, où est le problème? On attend d'abord que ce sort soit devienne d'abord un missile visible. Qui vous a dit que celui qui a fait le missile visible, c'est lui qui est le plus puissant? C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Alors, donc, nous avons donc un problème aujourd'hui. Ce qu'il nous faut, c'est de redonner la pureté, la mahat, la pureté, la vérité, justice. Nous devons redevenir justes, du moins ceux qui ont la charge de guider le peuple sur le plan politique et social. C'est ça l'enjeu, les amis. Le reste va suivre. Le peuple est simple. Le peuple ne cherche pas des choses compliquées. Il y a par exemple des jeunes Africains aujourd'hui qui disent, bon voilà, nous entreprenons ceci, oui, au village il y a la sorcellerie et tout. Je vous dis non, encore une fois, non. C'est possible de mettre fin, de tisser autour de soi une carapace de protection inviolable à partir d'un cheminement spirituel. C'est possible. Ça fait que vous serez à l'aise, quel que soit là où vous voudriez être, et quel que soit ce que vous voulez entreprendre. Rétablissez d'abord la confiance entre vos parents, entre vos ancêtres et vous. Rétablissez d'abord cette confiance. Elle a été rompue. La confiance a été rompue. Vous, de même, vous ne faites plus confiance à vos ancêtres. De même, les ancêtres ne vous font plus confiance. Parce que la trahison continue. Il suffit seulement qu'on vous dise, par exemple, que oui, ce que vous faites chez vous, là, le culte du crâne n'est pas bien. Et vous, vous prenez ça comme vérité d'évangile. Et vous oubliez tout de suite que les mêmes personnes qui vous disent eux-mêmes, ils font le culte du crâne. C'est quand même terrible, ça. C'est terrible. Il suffit tout simplement qu'on vous dise que telle herbe, si on utilise l'herbe pour résoudre tel problème, c'est la sorcellerie. Vous abandonnez les herbes et la conséquence c'est quoi? Vous devenez le consommateur des produits destructeurs de santé, pas seulement physique, mais aussi la santé mentale. Parce que tout ça est lié. Tout ça s'interpénètre.
Alors nous avons donc besoin des Africains qui sont en bonne santé, qui sont lucides, qui puisent dans leur propre biotope, qui, quel que soit là où ils sont, qu'ils pensent qu'ils n'ont pas deux patries, qu'ils ont la patrie qu'on appelle l'Afrique. Vous avez, les autres ont été heureux de remettre l'Europe ensemble. Qui vous critiquerait si vous devriez mettre l'Afrique ensemble? Et même si on vous critiquait, si c'est votre choix, vous n'avez pas besoin de regarder ce que les autres pensent. L'une des choses dont importantes que ceux qui doivent prendre désormais les rênes de l'Afrique, je voudrais vous dire que des rayons, des forces extraordinaires sont en train de pénétrer à l'heure actuelle dans le continent africain. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous allez découvrir que tous les jours, on va découvrir des métaux précieux partout en Afrique. On n'a même pas encore fini. Je pense qu'on n'a même pas encore découvert le 1/100e. Le 1/100e des métaux précieux. On n'a pas encore découvert ça. Je viens d'apprendre d'ailleurs aujourd'hui même que par exemple au Cameroun, il y a 300 nouveaux minéraux qui viennent d'être découverts. 300. Bon, et d'ailleurs l'autorité qui en parlait au Cameroun dit que bientôt, il paraît que les recherches sont en train de se poursuivre, le bilan qu'on est en train de faire, bientôt il y aura au moins 500 minerais nouvellement découverts. Et les terres rares et les minéraux précieux et consorts. Vous ne voyez pas vous-même là où se trouve le paradis terrestre? Vous avez besoin qu'on vous l'explique de quelle manière? Est-ce que vous savez que lorsque un afflux de lumière importante, un afflux de lumière pénètre sérieusement dans une cité, cette lumière révèle y compris les matières qui sont sous le sol? Est-ce que vous le savez? Oui, il y a notre ami qui demande, voilà, je commence à lire quand même les interventions. Quadio qui nous dit, que pensez-vous de ce qui se passe au Mali? Oui, mais je crois que ça retrouve un peu ce que nous sommes en train de dire. Partout en Afrique, je vous dis encore une fois, certains pays africains, on n'a pas encore dit qu'il y a ceci, il y a cela, on a trouvé ceci. Mais non, attention, c'est un processus mais qui est irréversible. Dans les jours qui viennent, ça va être extraordinaire. Parce que personne ne peut plus cacher la vérité qui est contenue dans le sous-sol. C'est des rayons de lumière qui polarisent tout ça et qui vont donc mettre tout ça à découvert. Ça ne dépend de personne. Je voudrais vous le dire. Ça ne dépend du bon vouloir d'aucun, même s'il est occidental ou pas. Ça ne dépend de personne. C'est les ancêtres qui, à l'heure actuelle, sont en train de faire une transmission de force extraordinaire en Afrique. C'est ça qui révèle toutes ces matières que vous voyez. Parce que, vous savez, ce que je dis là est peut-être difficile à comprendre lorsqu'on ne s'investit pas dans la réflexion spirituelle ou scientifique. Notez que même les découvertes sur le plan matériel et scientifique qui se font, lorsque vous voyez par exemple qu'on a découvert nouvellement une planète, je dis, quand on vient de découvrir une planète, la science avec ses structures d'astronomie et consorts là, ça coïncide toujours avec le développement global de l'humanité. On ne découvre pas une planète au hasard. Les découvertes que vous voyez, la volonté ne vient pas de ceux qui cherchent à découvrir. Non, s'il vous plaît. Cela vient de très haut. Cela vient des ancêtres. Les hommes croient qu'ils sont seuls, qu'ils peuvent faire n'importe quoi sur la terre et tout. Je voudrais vous dire encore une fois que nous sommes à l'heure actuelle en Afrique dans une période exceptionnelle. On n'a jamais vu, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu une période comme celle qui a démarré à l'heure actuelle en Afrique. C'est pour cela que nous pouvons parler désormais tel que nous parlons. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, ce n'était pas évident. Nous parlons actuellement parce que nos ancêtres nous accompagnent. Nous avons l'assurance.
Parce que nous sommes en train de faire tous les efforts possibles pour respecter leur volonté. Et vous pouvez être sûr qu'avec l'avènement de tout ce travail précieux, que les Africains restaient garder les lieux saints, et ceux qui ont traversé pour venir dans la diaspora, pour venir apprendre pourquoi est-ce que l'Afrique était dans cette situation-là, maintenant qu'ils se retrouvent, ils sont en train de se mettre ensemble, je peux vous garantir, les jours qui viennent sont exceptionnels pour l'Afrique. Il y en a qui pensent souvent que je suis trop optimiste. Mais je suis optimiste parce que je vois. Comment vous pouvez me faire croire le contraire de ce que je vois? Mes chers amis, moi je vois. C'est de ça qu'il est question. Et quand on a vu, on dit que c'est ça, c'est vrai, c'est comme ça. Mais les autres viendront voir plus tard. C'est normal aussi. Tout le monde ne voit pas au même moment. Ce n'est pas de l'optimisme béat, c'est des choses qui sont visibles. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu attentif, vous n'avez qu'à voir les frémissements actuels. Bientôt, on viendra vous supplier. Tout sera inversé, totalement inversé. Est-ce que vous savez que même les comment on appelle ça, les instruments de calamité qu'on a créés partout dans le monde, est-ce que vous savez que tout cela peut être anéanti par l'esprit? Est-ce que vous le savez? Si d'ailleurs ce n'était pas le cas, comment est-ce qu'on survivrait avec tout l'égoïsme qui se développe dans le monde? Comment on survivrait à l'heure actuelle? Comment l'Afrique, qui a connu par exemple toutes les humiliations, tout ce que vous connaissez comme agression, comment elle a fait pour continuer à vivre si ce n'était pas une protection spirituelle, les amis? Alors, Kouadio revient en disant, comment faire pour protéger tout cela? Ben oui, ben c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela qu'il fallait bien qu'il y ait à un moment donné une synergie, qu'on puisse mettre en place des structures spirituelles, mais qui ont une emprise directe aussi sur la vie matérielle. C'est de ça qu'il est question. Jusqu'à maintenant, nous avons déjà dit ce qu'on a fait dans le passé. Maintenant, nous sommes en train de corriger cela dans le présent. Alors, Hirschola dit, Père, qu'est-ce que la spiritualité africaine? L'animisme, oui, bien sûr. Mais je suis d'accord. Hein. Appelez-la animisme, c'est même ça la spiritualité africaine. C'est l'animisme. Et je voudrais dire à chacun que moi, je suis animiste. S'il y en a qui ont honte de le reconnaître, moi, je le suis. Je suis animiste. Je crois en l'existence de l'âme et de l'esprit en toutes choses. Je crois pas seulement. Je vis de ça. Donc je suis animiste. Et c'est ça l'Africain, à la base. C'est pour cela qu'on l'a traité de polythéiste. C'est pour cela qu'on a traité l'Égypte ancienne de polythéiste. Parce que l'Égypte ancienne voyait Dieu dans les animaux, dans les plantes, dans les minéraux et tout. On a dit qu'on est polythéiste. Mais non, on est animiste. Nous croyons que l'âme anime tout. Oui, qu'il n'y a pas de vie sans âme. C'est pour cela que nous pensons aussi que l'âme africaine actuelle doit être épurée, doit renaître, doit se transformer pour que l'Afrique rayonne avec tous les trésors matériels qu'on est en train de découvrir partout, que l'Afrique redonne à l'humanité ce qu'elle a toujours fait, malgré toutes les incompréhensions et les humiliations. Alors nous prenons Paul Aloïs qui dit, effectivement, on en parle au Cameroun actuellement, certains minéraux seraient plus précieux que l'or. Mais on n'a pas fini de découvrir ce qu'il y a sur la terre. L'or même que vous voyez là, qui est le symbole de l'esprit. Est-ce qu'on a même déjà découvert, utilisé même ce que l'or contient? Encore une fois, l'or, on l'utilise uniquement pour des raisons purement matérielles. Alors que l'or est un symbole exceptionnel qui devait être utilisé pour la reconnexion avec la divinité. Mais regardez comment on l'utilise. Ben oui, on l'utilise pour garder assez d'argent dans des banques de certaines religions, pour prêcher la pauvreté, pour dire comment est-ce que, machin et tout. Mais on a des tonnes d'or, par exemple, dans une église que nous connaissons très bien, sur la terre. Eh bien, c'est dommage.
C'est vraiment dommage. Si je pouvais dire quelque chose. Oui, alors nous allons vous passer la parole parce que je vous rappelle que nous avons un ami qui, avait besoin de nous rencontrer pendant notre passage en Hollande, qui est à côté là, il va prendre la parole sûrement tout de suite. Je voudrais terminer rapidement avec nos amis qui ont réagi. Alors, Martial dit, déjà qu'empêcher à un ministre d'aller en Europe veut tout simplement dire que ses biens sont gelés. Voilà. Ben, c'est bien d'y penser comme ça, cher ami Martial. Oui, on sait très bien que la meilleure punition qu'on peut faire à ces dirigeants, c'est de les empêcher d'aller en Europe. Oh, s'ils pouvaient tirer les leçons de tout cela. Mais bon, est-ce qu'ils ont moyen? Ils n'ont pas moyen parce qu'ils ont négligé la source du pouvoir en Afrique pour aller se prostituer chez la bête. Voilà le malheur. Paul Aloïs dit, effectivement, on en parle au Cameroun. Oui, très bien, on a pris les deux interventions en question. Alors nous allons prendre l'intervention de notre ami qui est venu nous regarder participer. Oui, cher ami, alors vous pouvez bien prendre la parole pour que vous puissiez vous faire entendre. Oui, en fait, je voulais juste dire que je n'arrive pas à comprendre quand les gens s'interrogent encore, surtout les jeunes Africains qui disent, qui refusent le culte des ancêtres. Aujourd'hui, on refuse de louer nos ancêtres qu'on connaît, nos ancêtres qui nous connaissent, pour aller louer les ancêtres des autres. Les ancêtres de, par exemple, quand on parle de Jésus, quand on parle de Mohamed, quand on parle de Matthieu, de Jean, de Luc, ça c'est des ancêtres des gens, c'est des gens qui ont existé dans d'autres civilisations. Quand aujourd'hui on dit, ah, on appelle Jean, on appelle Luc, on appelle Paul, Pierre, ceci, on aide ces autres cultures-là, on aide leur Dieu à les fortifier davantage. Et nos propres ancêtres, on a peur d'eux. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu nous dire que nos dieux sont mauvais. Et si nos dieux étaient si mauvais que ça, est-ce que vous croyez que, ou est-ce qu'on croit que nos dieux peuvent vouloir du mal à nous-mêmes? Personne ne peut se tirer une balle dans la jambe, à moins qu'il n'ait quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Donc je pense que nous aiment et il est vraiment temps que nous nous déconnections des ancêtres des autres pour penser à nos ancêtres qui nous veulent vraiment du bien. Les gens qui nous ont esclavagisés hier, les gens qui nous ont fait du mal hier, qui nous ont démontré, on a vu que ces gens nous voulaient du mal hier. Pourquoi est-ce qu'on croit qu'ils vont se lever tout d'un coup et nous apporter un Dieu qui va nous faire du bien? Donc, quand je vois les Africains aujourd'hui toujours rentrer dans cette logique suivant laquelle, ah non, les animistes, ah non, ce que vous faites est diabolique, c'est ceci, c'est cela, je me dis toujours, d'où vient cette idée même de diaboliser nos propres ancêtres? D'où vient parce que c'est un peu se régner nous-mêmes, régner qui nous sommes. Donc, vraiment, les frères, je crois que personne n'a la science infuse, mais je crois quand même que si ces gens-là nous ont dit dans le passé, nous ont démontré qu'ils ne nous voulaient pas du bien à travers l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, on le vit toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est que vraiment il faut qu'on fasse 4 pas en arrière, pas un seul, mais au moins 4 pas en arrière pour reprendre la trajectoire qui était la nôtre et complètement embrasser vraiment la Renaissance comme le grand frère est en train de dire maintenant. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. On a besoin de cette jeunesse, vraiment on a besoin de cette jeunesse consciente, on a besoin de cette jeunesse qui de plus en plus comprend les enjeux et veut s'engager réellement dans cette dynamique de retrouver la dignité perdue. Parce que cette dignité, on l'avait. Ce n'est pas qu'on ne l'avait pas. On avait cette dignité. Je n'ai pas besoin de rentrer dans l'histoire. On avait cette dignité.
Alors, ce que nous souhaitons ardemment, c'est que nous donc, qui avons déjà eu la chance de prendre conscience des enjeux actuels, nous devons absolument devenir des poseurs d'actes. Nous devons désormais poser des actes. Parce que c'est à ce niveau-là que la différence va se manifester. Alors, je voudrais prendre l'intervention de Clarisse qui dit « Frère, vous prêchez des convaincus. Sinon, nous ne serions pas là. » Formidable. Alors, tant mieux Clarisse, si vous êtes convaincus, mais il y en a qui ne sont pas convaincus. Ce n'est pas que nous voulons convaincre les gens, mais que les gens regardent leur environnement, qu'ils se réveillent, qu'ils commencent à voir la réalité en face, et que chacun à son niveau pose des actes qui vont dans le sens de retrouver la dignité. Mais ayez l'estime de vous-même. Si vous n'avez pas l'estime de soi, qui va vous aimer? Est-ce que vous savez que l'estime de soi attire l'estime qui vient d'ailleurs? C'est des lois électromagnétiques. Si vous ne vous aimez pas, qui va vous aimer? Personne du tout. Comment pourrez-vous vous demander aux gens de vous aimer alors que vous-même vous ne vous aimez pas? Ne savez-vous pas que le semblable attire le semblable? C'est lorsque vous allez vous aimer que vous allez attirer les gens qui vous aiment. L'estime de soi est une qualité, les amis. Il y a des prêcheurs, je voulais me dire des pêcheurs, c'est la même chose, prêcheurs et pêcheurs, en eau trouble, qui vont vous raconter comment non, si vous vous aimez vous-même c'est l'ego et tout. Mais c'est des charlatans spirituels. Mais comment est-ce que autrui viendra vous aimer ou aimer votre enfant si vous, vous ne l'aimez pas? Ce n'est pas possible. Vous attirez ce que vous méritez. Alors, je reçois une autre réaction du public. Ghislaine dit, nous sommes présents et l'engagement, nous le prenons. Oui, Ghislaine, merci beaucoup. Denise dit, moi j'ai une préoccupation. Concernant nos dirigeants, particulièrement celui du Cameroun. Après la prise du pouvoir, il fait le tour des 10 provinces du Cameroun, chez certains chefs de province, chefs-lieux de province, et après, il fait un séjour en Europe. Quel en serait le but? Est-ce un rapport avec la politique et la spiritualité? Ben, c'est une question-réponse. C'est une question-réponse. Puisque vous parlez du Cameroun, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais j'ai appris que notre chef, puisque je suis quand même camerounais, il faut le dire, notre chef d'État vient de faire 8 mois ou 9 mois sans mettre le pied en Europe. Est-ce qu'il en est mort? Je ne sais pas s'il en est mort. Hein. Et pendant qu'il n'était pas en Europe, il était où? Il était au Cameroun. Et c'est là où il est resté jusqu'à ce que vous voyez ce qui se passe. Donc malheureusement, à l'époque, il était contraint, mais maintenant c'est déjà un patriarche. À cet âge-là, est-ce qu'il a encore besoin d'aller faire des genuflexions dans des temples de la franc-maçonnerie? Il a fini avec, c'est fini ça. C'est pour ça qu'on l'empêche d'aller, il ne parle même pas. Le gars, il vous nargue même à la limite. Oui, ça a un rapport. C'est pour cela que nous espérons, en ce qui concerne le Cameroun, que la sagesse universelle de Dieu va éclairer ce patriarche que nous avons au pouvoir aujourd'hui pour qu'il prenne toutes les dispositions pour qu'on évite le chaos que les gens sont en train de vouloir fabriquer avec les velléités, avec tout ce que nous avons comme richesse actuellement. Ça attise quand même des convoitises. Nous souhaitons ardemment qu'ils soient encore davantage plus outillés pour voir clair. Parce que c'est de ça qu'on a besoin, qu'ils voient clair. Si ça ne dépendait que de moi, il ne faudrait même plus qu'il aille en Europe. Il n'a pas quoi au Cameroun? Qu'est-ce qui manque là-bas? Les lieux touristiques, il y en a plein.
allez au nord-ouest, allez au sud-ouest, allez à l'extrême nord, des endroits paradisiaques, allez à l'ouest du Cameroun, allez partout, des endroits paradisiaques. Est-ce que c'est ça qui manque? Donc je voudrais encore dire aux uns aux autres, il est l'heure qu'au lieu qu'on se divise en politique, et comme vous avez parlé du Cameroun, au lieu qu'on se divise, surpassons-nous à l'heure actuelle. Mettons toutes ces intelligences ensemble. C'est de ça qu'on a besoin à l'heure actuelle. C'est pour cela que nous appelons de tous nos voeux le début du dialogue qui est annoncé au Cameroun. Nous l'appelons de tous nos voeux. Nous en avons parlé depuis au moins 2 ans, avec insistance. Mettons-nous ensemble, laissons d'abord nos divergences, construisons notre pays, construisons l'Afrique, et maintenant on verra le reste là après. Mais c'est de ça qu'il est question à l'heure actuelle. Que nos traditions qui sont entrées dans le maquis sortent. Que nos éléments culturels qui ont été tétanisés et qui sont allés se mettre dans des cachots quelque part là, que ça sorte. C'est de ça qu'il est question maintenant là. Nous devons désormais légaliser des communautés religieuses africaines. Nous devons légaliser, soumettre dans les différents ministères la légalisation des ordres africains. Il faut encourager l'avènement des écoles des mystères en Afrique. Il faut ouvrir les portes et les gouvernants doivent le comprendre. Ça y va de leur intérêt aussi. Il faut arriver à subventionner toutes les initiatives allant dans le sens de la spiritualité ou du respect ou de la conservation de nos valeurs culturelles. Il faut promouvoir tout cela par une politique consciente, voulue, entretenue et bien pensée. Nous n'avons pas un problème avec quiconque, mais nous disons tout simplement, il est temps que, à défaut de s'auto-flageller, à défaut d'accepter d'aller ce chemin de la métamorphose, mais que dans un dernier sursaut d'orgueil, que les dirigeants africains, surtout ceux qui sont déjà âgés, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner en laissant un nom. La seule chose la plus précieuse qu'un homme peut laisser sur la terre, c'est le nom. Cher ami, c'est ça la réalité. Il y en a qui vivent à partir du nom de quelqu'un. Même quand il est mort, de génération en génération, vous vivez avec le nom de la personne, le nom. Que ce dernier sursaut d'orgueil, si nos dirigeants africains peuvent l'avoir, que nous cessions d'aller verser de l'argent dans les ordres occidentaux. Ils ne nous servent à rien. Il faut arrêter ça. Mettez ces moyens dans la construction de la richesse. On n'est pas né, la nature est luxuriante, elle est riche. C'est paradoxal que des cellules humaines, qui sont des cellules de ce corps de la nature, puissent être pauvres alors que la nature est riche. C'est paradoxal. La nature a voulu aussi qu'il y ait une certaine hiérarchie dans la vie. C'est pour cela qu'il y a souvent, même chez les animaux, il y a un chef, il y a des gens qui chacun joue tel rôle ou tel autre rôle. Ce n'est pas différent chez les hommes. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait justice. Pour que tous ceux qui travaillent puissent avoir la possibilité de vivre décemment. C'est ça qu'il faut. C'est ça la conséquence de la spiritualité. Quand des dirigeants d'une certaine acabit ont pris la responsabilité de se sacrifier pour les autres, nous voyons comment est-ce que le peuple commence à être heureux. Alors, nous prenons Guy qui nous dit, n'est-ce
pas de savoir, ce sont plutôt le chemin suivi et les actes posés par les ancêtres de leur vivant que nous célébrons. N'est-ce pas important de rappeler qu'il ne s'agit pas de croire, qu'il ne s'agit pas, voilà, qu'il ne s'agit pas de croire que les défunts poseront des actes à notre place. Le culte des ancêtres ne saurait être une fin en soi, mais plutôt un tremplin pour agir, pour se prendre en charge et pour s'élever à la félicité. Oui, cher ami, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus. Oui, Hirschola nous dit, comment pratique-t-on l'animisme, père? Est-ce le maraboutage ou la sorcellerie comme on le connote habituellement? Merci pour tes enseignements. Un coucou depuis Berlin. Alors, cher ami, ce qu'il faut noter, c'est que ce dont nous parlons, ce n'est d'ailleurs même maraboutage, vous savez, c'est encore une fois toujours des noms, des mots qui sont chargés de coloration négative et tout. Moi, je pense que marabout, ça veut dire quelqu'un dans l'islam qui est chargé d'apporter le Coran, d'enseigner le Coran, de pouvoir apporter certaines consolations quand les gens ont des difficultés. C'est ça le marabout. Mais voilà, mais comme on a chargé ce mot négativement, quand on dit aujourd'hui marabout, c'est comme si c'était un monstre que vous avez en face de vous. Mais non, ce dont nous parlons, ce n'est ni maraboutage, donc, puisque c'est péjoratif, ni encore moins quelque chose qui peut aller contre les intérêts de l'homme, mais c'est plutôt, nous prêchons la fusion de l'esprit avec la matière. Un animiste est celui qui est sur cette voie. Un animiste est celui qui sait que l'âme est partout, que l'âme est universelle, qu'il y a des étincelles d'âme et d'esprit partout dans tout ce qui vit, même jusqu'au minéral. Voilà l'animiste. Et son comportement témoigne de cette croyance. Son comportement le démontre. C'est pour cela qu'il va avoir du respect pour la plante quand il doit aller la couper pour résoudre un problème, soit d'alimentation, soit pour des soins de santé. C'est pour cela qu'il ne va pas couper ça à n'importe quelle heure, parce qu'il sait que la nature est consciente. C'est pour cela que l'animiste ne fera pas n'importe quoi sur la terre. Il ne va pas mettre des produits chimiques sur la terre sous le prétexte qu'il cherche le profit. Non. Il se rappellera que ses ancêtres ont été enterrés là. Il se rappellera, et c'est cela pourquoi nous partons souvent dans les champs pour aller retirer peut-être le crâne, parce que nous savons que par les corps des ancêtres qui sont enterrés dans les champs et les plantations, ils enrichissent le sol. Et lorsque nous consommons les produits sortis de ce sol, nous consommons le corps des ancêtres. Alors vous voyez, il y a des préjugés comme ça qui sont venus de l'aspect du regard que les autres ont sur nos religions, sur nos spiritualités et sur notre manière de nous comporter vis-à-vis des autres. Débarrassez-vous de tout cela et voyez la vérité en face. Quadio dit, ce qui est marrant dans tout ceci, c'est que malgré tout, ils gagneront tout autant, voire même plus, si on développe l'Afrique. Fantastique. Et quand c'est une femme qui le dit. Oui, Sophie, l'Occident gagnerait à ce que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Elle gagnerait, l'Afrique a tout démontré. Elle n'est jamais allée attaquer personne nulle part. L'histoire nous le démontre. Elle a été assiégée, elle n'a assiégé personne. Même au sommet de sa gloire, pendant 4000 ans, l'Afrique n'est pas allée assiéger un autre peuple. L'Afrique contemporaine alors, celle actuelle, voyez-vous vous-même, est-ce que vous l'avez vu traverser l'océan? Avez-vous vu l'Afrique traverser les mers pour aller porter la guerre ailleurs? Non, les amis. L'Afrique a quelque chose à apporter à l'humanité. Et dans les jours qui viennent, ça sera fait. Parce que c'est comme ça que ça doit être. La preuve, nous voici en train d'émettre à partir de l'Europe. Pourquoi penser que le monde est devenu un village planétaire uniquement pour certains aspects de la vie? Quand il faut vendre des produits de commerce, on dit c'est un village planétaire.
on doit briser les frontières douanières pour que la marchandise entre à volonté, pour qu'on crée ceci. Mais pourquoi ne brisez-vous pas ces frontières pour que les hommes circulent dans la paix sur une terre qui nous a été octroyée à tous? Pourquoi c'est seulement les biens matériels qui doivent circuler librement? Vous ne voyez pas qu'il y a là des incohérences? Qu'est-ce qui est plus précieux? C'est l'homme ou la matière ou les biens meubles et immeubles? N'est-ce pas l'homme? Alors si c'est l'homme, s'il vous plaît, de grâce, faisons en sorte que désormais, nous puissions avoir des dirigeants sur le plan politique qui sont capables de pouvoir conduire cette renaissance avec assurance. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et nous souhaitons ardemment, parce que nous allons bientôt arrêter cette communication, parce que nous savons que vous avez beaucoup à faire. Nous continuerons à échanger dans l'avenir. Nous sommes encore là en Hollande. Nous allons donner une conférence le 22 à 17 h, heure d'Europe, bien sûr, dans 16 h par exemple au Cameroun et autres. Et par la suite, nous continuerons notre périple. Et je pense que nous serons très heureux que ceux qui ne savent pas encore qu'il y a des initiatives généreuses en Afrique, qu'ils puissent aussi s'approcher de nous pour qu'ensemble, on puisse partager tout ce que chacun, parfois tout seul dans son coin, a souvent pensé, mais que ça ne prenait pas de force parce qu'on n'était pas unis. Mettons-nous donc ensemble et redonnons à l'humanité l'humanité. Je vous remercie tous et à très très bientôt.